Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur Virtual Reality Hypnosis. Donc le travail sur les multiverses, là on est sur les chapitres préparatoires, donc on est au chapitre 4 qui s'appelle le décollage, mais globalement c'est un chapitre qui est basé sur les inductions, où réexplique ce qu'est les inductions, quel type d'induction on pourra utiliser pour partir sur les multiverses. Donc il redonne en fait une expérience qu'il a eue quand il était enfant en utilisant plutôt de la relaxation quand il était gamin, donc les inductions en relaxation progressive que maintenant on retrouve particulièrement dans les modèles indirects et dans la sophrologie, beaucoup. Après, moi, un des éléments que j'aime beaucoup, il disait que d'après lui, son expérience, les études qu'il a menées et de façon générale dans le milieu de l'hypnose, vous savez, on utilise très souvent état modifié de conscience. Moi, c'est pas quelque chose que je trouve de très palpable, donc je l'utilise pas du tout. Mais ce qui est intéressant, il dit, en gros, les inductions rendent l'idée à la personne qui le vit qu'il y a il y a la conscience qui commence à avoir un fonctionnement différent. J'aime bien cette notion-là de is begin to function differently. Donc, ma conscience ne fonctionne pas comme j'ai l'habitude qu'elle fonctionne. Ce que nous, on a résumé en état altéré de conscience, modifié de conscience, etc. Et je trouve que entre dire c'est un état modifié de conscience et dire à la personne comment s'apercevoir que le fonctionnement habituel de ta conscience n'est pas tout à fait pareil et que donc tu pourrais te dire que là tu rentres en transe, on n'est pas du tout dans la même optique. C'est plus un état passif. Voilà, c'est ça. C'est que pour moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est plus un état A et un état B, mais c'est une dynamique active du partenaire qui va pouvoir observer et surtout s'engager dans ce fonctionnement différent de l'état de conscience. Ce qui est un petit peu différent et qui est plus responsabilisant à mes yeux. Donc, bon, il revient donc énormément sur cette notion d'induction en appuyant sur un autre élément que je trouve vraiment bien dans l'induction. Moi j'en suis arrivé avec les années à dire l'induction n'est pas nécessaire. Elle n'est pas nécessaire parce que les personnes sont en transe en amont. D'accord, vous avez posé des questions, vous avez fait, pour ceux qui font de l'anamnèse ou de la questionosophie, ou ne serait-ce que votre pré-talk, votre partenaire va entrer en transe. Il y a des principes inductifs dans tout ça, focalisation interne, confusion, saturation et des ruptures de pattern. Donc notre partenaire, il n'a pas besoin réellement de formaliser une induction. Néanmoins, et c'est là où je trouve que c'est intéressant, néanmoins, si je dis à quelqu'un en début de session, après un pré-talk, ok, ferme les yeux et maintenant ouvre les yeux et tu hallucines et je suis habillé de telle ou telle manière ou tu vois telle ou telle chose, même si la personne est hyper suggestive, il se peut qu'elle se dise c'est bizarre, c'est chelou, il me dit de fermer, je rouvre les yeux et il veut que je vois ça. Alors ça se trouve, elle va le voir. Mais il y a de fortes chances qu'il ait l'impression qu'il soit un peu bizarre, un peu fou, etc. Par contre, si je fais la même chose et que je lui fais ok, maintenant on commence la session ritualisée, je lui fais une induction instante, ou je lui fais une induction relaxation, ou je lui fais une focalisation interne en disant voilà, et petit à petit tu vas rentrer à l'intérieur de toi et tu vas ressentir un état nouveau, et quand tu ouvriras tes yeux, à ce moment-là tu pourras peut-être m'imaginer avec une tête de chat, de lapin ou de je ne sais pas quoi. Et bien là ça sera acceptable, et c'est cette notion d'acceptabilité au travers de l'induction que je trouve hyper intéressant. Il revient à un moment dans le chapitre sur ça où en gros moi ce que ça me fait penser, c'est à partir du moment où on accepte que l'hypnose est basée sur notre imagination et que tout le monde a de l'imagination, mais beaucoup de personnes ne s'autorisent pas à vivre l'expérience pleinement parce que
ils trouvent ça un peu con. Et vraiment, dans la notion, je vais avoir l'air idiot et je vais me trouver idiot à percevoir, voir ça, ressentir ceci, répondre à tes suggestions, etc. Euh, donc la compliance, on revient, hein, vous vous souvenez, je vous en parlais beaucoup, notamment quand j'étais avec Five Pass, là, pas Don Motin, Calbanian, où compliance c'était le truc à longueur de temps. Il faut que votre partenaire soit compliant, soit en accord complet avec vous. Et cette idée-là de dire, à partir de l'induction, c'est vraiment le rituel, et là encore c'est une suggestion qui est sous-jacente à l'hypnose, à partir du moment où ça a commencé, je peux me l'autoriser. Parce que je suis en transe et que la transe est excusable, entre guillemets, parce que c'est normal, c'est un état qui m'entraîne à être comme ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que des personnes acceptent d'aller sur scène et de vivre pleinement sur scène les choses, parce que pour eux, ils sont hypnotisés au moment de l'induction. Alors qu'en réalité, non, l'induction, c'est juste, à un moment donné, un accord. C'est le dernier accord d'ailleurs de tout le process du spectacle. Et c'est un accord qui dit, ok, maintenant je suis ok pour être le plus compliant possible, le plus en accord possible avec tes suggestions. Ça, je trouve que c'est intéressant de se dire, j'utilise pas l'induction pour induire la transe, parce que la transe, elle est déjà là. J'utilise la transe pour, comment je pourrais le dire, pour donner mon accord, pour me laisser aller dans mon imagination et dans la réponse et le travail en commun qu'on va avoir. C'est comme le dernier accord possible et le dernier accord qui libère le partenaire. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le lis au travers de son chapitre. Et c'est comme ça que ça me remonte au travers des exemples qu'il propose. Donc ça, je trouve que c'est intéressant à prendre en compte. Ne pas prendre l'induction comme je le fais descendre dans une transe ou de le faire monter dans une hyper-impériale. C'est juste à partir du moment où j'ai ce rituel et qu'il est perçu, donc c'est quand même formalisé, et ça va lâcher des choses. Et je dis bien, hein, ça ne veut pas dire que la personne n'est pas en transe en amont. Mais pour lui, ça lui permet plus de choses. Et nous, ça nous permet moins de travaux, de patterns de langage, etc. etc. Et c'est là où on voit la différence entre l'hypnose directe et l'hypnose plutôt indirecte, qui à aucun moment met cette espèce d'accord et surtout ce formalisme en place. Ouais, donc là, il reste sur cette notion. Et un élément que j'avais bien aimé, il dit c'est assez intéressant parce que c'est Kaylee qui dit ça. Tous les enfants arrivent facilement à surexploiter leur imagination. Donc, on en a parlé en se transformant en monstre, en imaginant qu'ils ont un moteur aux chaussures, etc. etc. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la notion d'hypnose, parce qu'en fait, la transe, les enfants l'exploitent super bien, et la transe avec une exploitation vraiment intense, et ben nous, on l'a désappris. Et je trouve que c'est intéressant de rappeler aux gens que, vu que tout le monde le faisait, et le fameux to pretend de Dave Hellman, hein, to pretend, ça nous ramène à 5 ans, et c'est souvent ce qu'on dit. Le subconscient à 5 ans, fais comme si tu avais 5 ans, et à 5 ans, tu te laisses le droit à l'imagination que tu peux ne pas rouvrir tes paupières une fois que tu les as collées. Quoi, c'est complètement logique. Et en gros, on a désappris cette notion et cette faculté, ce potentiel d'exploitation de notre imagination pour des fins qui sont différentes de parfois simplement le côté ludique qu'on avait quand on était enfant. Bon, ils donnent des exemples. Hein. Ils disent les moments où, par exemple, quelqu'un vous appelle et que vous êtes vous entendez même pas la voix. Ça, c'est une hallucination négative, auditive négative, qui indique un fort niveau de suggestibilité. Bon, ça après, vous savez que le rapport aux échelles de suggestibilité, tout le monde n'est pas d'accord. Mais en tout cas, lui, dans ses études à lui, c'est quelque chose qu'il note comme ça et que beaucoup notent comme ça. Bon, il donne l'exemple encore sur la douleur, hein, le nombre de fois où on est diverti par quelque chose d'autre et que la douleur qu'on a, elle disparaît un laps de temps, ou elle disparaît plus longtemps. Donc ça, c'est, comme il dit, hein, c'est les phénomènes hypnotiques de la vie quotidienne, c'est les daily trends, c'est les trans du quotidien.
Il dit qu'il y a un des points qui est important donc là on revient plus sur la notion de transe, euh, c'est la capacité à accepter la résultante et les retours à plutôt moyen ou long terme d'un effort fourni à un instant T. Alors il explique que de par notre constitution génétique, la plupart du temps, on a un cheminement de gratification qui se veut quasi immédiat. On fait quelque chose, on veut immédiatement un retour. La gratification, elle a été engrammée dans l'immédiateté. Et il dit, l'hypnose, ce qui est cool, c'est que ça nous permet d'avoir une acceptation plus grande du fait d'avoir le retour, le reward ultérieurement. Donc il dit que le grand challenge en fait c'est de permettre à son partenaire, et l'induction permet ça, de s'autoriser à utiliser pleinement ses habilités d'imagination. Alors, chose qui peut intéresser notamment les jeunes praticiens ou ceux qui n'ont pas encore tout à fait confiance, il dit nous pensons que les scripts préécrits sont très bien. Il dit le seul problème, et ça faut le prendre en compte, c'est que ça peut rendre dépendant et c'est un peu, ça manque de flexibilité et de personnalisation. Mais sinon, il prend l'exemple Don. Don, il dit, lui, il a une série de scripts qu'il a créé, qu'il a mis sur son Google Doc. Et quand il commence à faire fermer les yeux du partenaire, il va sur son téléphone portable et puis il va sur l'induction et le process, le script qui lui semble le plus correct. Et après, il l'arrange en fonction de ce qui a été dit en amont. Intéressant de voir qu'un ancien comme ça utilise ce que nous très régulièrement, et moi le premier, critique quand même plutôt pas mal à dire on va pas scripter nos séances. Bah lui il est pour, en tout cas il est pas contre. Donc après il arrive sur les inductions. La première, l'induction de relaxation progressive. Bon, très 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 basique. Je compte de 1 à 10 et puis en gros, tu sens de la chaleur, tu entends ma voix comme là il fait un rapport aux vagues de l'océan, les sons de l'océan, ton corps se relaxe, blablabla. Bref, induction, relaxation, classique. Deuxième qui propose, encore très classique, qu'on retrouve en hyperampérien, l'induction du ballon qui s'élève, du voyage en ballon. Alors c'est intéressant, ça je ne le savais pas. Cette induction-là, elle a été proposée dans l'ouvrage d'hypnose clinique de la American Psychological Association. Donc ça, je ne savais pas. Donc c'est un classique maintenant aux US des inductions et c'est une hyperampérien. D'ailleurs, je crois que en disant ça, dans le book de la NGH, c'est, je crois, Balloon Ride Induction qui est aussi proposé. Donc, c'est vraiment un standard de l'hyperampérien. Donc, bon, hyper classique. Tu fermes tes yeux. Alors, un des points que oui, je l'ai souligné parce qu'il le fait sur ses inductions à chaque fois. Bon, par exemple, là, il fait... maintenant, tes yeux sont fermés. Imagine simplement que tu es assis au centre du panier d'un grand ballon ou d'une montgolfière. Et si tu acceptes que chaque détail de la scène que je décris et que tu les acceptes complètement et que tu laisses ton imagination suivre ce que je propose, tu vas avoir cette dernière qui va l'adapter au mieux par rapport à ce que toi tu as envie de vivre. Donc en gros, il rappelle que suis les instructions, mais fais confiance à ton subconscient qui va t'emmener et corriger les choses pour que ce soit le plus agréable, le plus positif possible. Ça, il le fait sur chacun des inductions. Bon, après, donc de 1 à 10, 1, le ballon commence à s'élever de plus en plus. 2, tu arrives à un niveau élevé. 3, tu continues à t'élever de plus en plus. Tu sens l'air, le vent, blabla. 4, perception, tu commences à sentir que tu flottes de plus en plus haut, de plus en plus haut. 5, tu continues à aller de plus en plus haut, bien sûr. Là, tu sens encore, après, il revient sur les notions kinesthétiques, visuelles, auditives. 6, jusqu'à 10. Maintenant, tu es prêt et tu es dans un état d'hyperampéria. Toutes tes perceptions sont infiniment plus sensibles, plus perceptibles, et tu vas être capable d'expérimenter des réalités alternatives que tu vas
prendre en compte au travers des suggestions, etc. etc. Après, il propose aussi le training autogène de Schulz. Donc, je vous invite à regarder. J'avais fait un audio du training autogène de Schulz. Donc, globalement, hein, tu tournes ton attention sur tes bras et tu te dis à toi-même, mes bras sont de plus en plus lourds, agréablement lourds. Et tu le répètes. Après, tu penses à tes jambes, mes jambes sont de plus en plus agréablement lourds. Après, tu continues, mon plexus solaire est de plus en plus agréablement lourd. Après, les battements de mon cœur se calment et sont de plus en plus réguliers. Mon estomac devient de plus en plus souple et chaud. Mon front est de plus en plus frais et calme et détendu. Et après, c'est prends attention sur le calme que tu ressens et le confort. Donc, qui est quelque chose de très sympa. Lui conseille de vraiment utiliser assez souvent le training autogénique de Schulz. Autogène de Schulz, pardon. Après, il parle un peu de fractionnement, les inductions en fractionnement. Là, il n'en décrit pas spécifiquement. J'aime bien, par contre, un petit élément qu'il partage. En tout cas, c'est Kelly qui partage ça. Quand une personne se réveille le matin avec son alarme, le cerveau commence à bouger pour se mettre dans un état d'éveil. Si cette personne appuie sur off et répète l'alarme ultérieurement, il va retourner dans un état de sommeil qui semble plus profond. Et le cerveau, il va se remettre en ralenti, mais on a l'impression d'être plus profond que quelques secondes avant. Et en fait, c'est ça le principe de fractionnement. J'aime bien cette image, parce qu'effectivement, ça explique aussi pourquoi les gens aiment autant, quand ils commencent à se réveiller, appuyer sur snooze et repartir. Ils ont l'impression que c'est les meilleurs moments de leur nuit, parce que y a une espèce de sensation de profondeur qui se fait, même si dans l'absolu, on ne va pas réellement plus profond. Après, l'induction de Flower, donc la fixation, hein. Il donne d'ailleurs un script de Nongard, donc Richard Nongard, qui était un des deux qui avait créé la Butterfly induction, donc Nongard et je ne me souviens plus de l'autre, je l'ai vu pourtant en spectacle. Bref, ça me reviendra. Et donc là, il prend un script donc de la Flower, très classique, hein, c'est fixation du regard. Il parle un petit peu des deepeners, et puis voilà, il dit qu'il faut un peu approfondir, mais que c'est pas l'élément le plus important à prendre en compte. Le prochain chapitre, c'est Voyage au centre des multiverses. Donc là, on va commencer réellement à aller dans des éléments factuels de l'expérience de multiverse. Le Rainbow of the Multiverse, donc l'arc-en-ciel vers les multiverses, l'absorption et l'extension d'ego, retour depuis le multiverse. Et c'est très scripté, hein. Donc je verrai comment les points clés que je peux vous proposer là-dessus. Voilà, et puis après on arrive sur les espaces de guérison des multiverses, etc., etc. Ça sera sur les prochains épisodes. Si vous avez des questions en arme, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.